Bonjour, il y a environ 40 partis écologistes dans l'Union européenne. Ils sont regroupés dans un parti unique, le Parti des Verts européens. Les Verts ne sont au pouvoir dans pratiquement aucun pays membre, mais leurs idées font plus de chemin qu'il n'y paraît. L'écologie de terrain existe, nous l'avons rencontrée. Nous irons en Italie, où désormais on achète plus de vélos que de voitures, au Danemark, où la mode est à la récupération des aliments jetés à la poubelle, et en Croatie, où le gouvernement a ordonné la destruction des maisons construites illégalement sur le bord de mer. Savez-vous que les Européens jetteraient en moyenne 75 kilos de nourriture chaque année? Les supermarchés et l'industrie agroalimentaire en font autant et ce sont 89 millions de tonnes d'aliments qui sont mis à la poubelle tous les ans. Ce chiffre affole et les initiatives pour arrêter ce gaspillage fleurissent un peu partout dans l'Union européenne. Nous partons au Danemark. Là-bas, fouiller dans les poubelles pour récupérer des fruits et des légumes devient à la mode, même chez ceux qui gagnent correctement leur vie. C'est un rituel. 2 à 3 fois par semaine, quand les rues de Copenhague sont presque désertes, René part en immersion dans les poubelles des supermarchés. J'ai les bras longs, heureusement. Je n'ai pas besoin de plonger à l'intérieur. La récolte du jour, des tomates. Celle-là a tout juste quelques taches noires. Les autres sont bonnes. Avec ça, je vais faire des pâtes à la bolognaise. Des bananes, elles sont mangeables. Des œufs, ils sont bons, on peut les utiliser. Des pommes de terre, elles sont bien. Il faut simplement vérifier qu'elles n'ont pas germé. Et même, s'il s'agit de déchets, pas question de gâcher. René consomme la majorité de ses produits récupérés. Les restes, il les donne. Chercheur d'ordures, il expose ses pépites sur Internet. Les fouilles poubelles sont avant tout des militants. Nous, les Occidentaux, on fait trop la fine bouche. On jette vraiment trop de nourriture encore consommable. Quand on sait que dans le tiers-monde, des gens souffrent de faim, on ne peut pas se permettre d'être aussi négligent. Pour moi, ne pas gâcher, c'est un choix de vie. Les plats typiquement danois, à la sauce anti-gaspi, c'est aussi la spécialité de ce restaurant. Les produits utilisés sont des invendus qui frôlent la date limite de consommation en provenance de producteurs ou de supermarchés. Un boulanger nous l'a donné. C'est un pain d'avant-hier, mais il est encore bien moelleux. La texture est bien. Il n'y a pas de problème et c'est une bonne boulangerie. Il a un bon goût en plus. Venez, je vous emmène dans la chambre froide. Ici, les légumes rabougris, énormes ou trop petits, boudés par les consommateurs, sont mis en valeur. Souvent, on a les légumes tout juste avant leur date limite de consommation. Alors tout de suite, on les lave, on les conditionne pour mieux les conserver. Tout est réduit à sa plus simple expression. Matières premières récupérées, pas de salaire, ce sont des bénévoles qui cuisinent et les portions sont calibrées. On veut que les clients finissent leurs assiettes. Donc, on dit à nos bénévoles, faites des petites portions, et s'ils ont faim, on les resservira. Et s'ils le veulent, ils peuvent en emporter chez eux. Ici, on traque la moindre dépense inutile. Ce menu, nos meubles, tout est fait à partir de palettes ou de caisses de vin recyclées. Ces sièges sont d'occasion, on nous les a donnés. Et ces lampes, elles sont toutes différentes parce que c'est aussi de la récupération ou des dons. Et de plus en plus de supermarchés danois, eux aussi, jouent le jeu. Voici notre automate, collecteur de bouteilles. Toutes les bouteilles et canettes sont consignées.
Si le client rapporte sa bouteille dans le magasin, il récupère 75 centimes d'euros. Une mesure très incitative. Les bouteilles repartent directement chez le fabricant, sans passer par la case poubelle. Même dans les établissements haut de gamme, on traque le gaspillage. Le chef, Francis Cardenau, installé depuis 25 ans au Danemark, suit le mouvement. Là, tu prends des blettes, tu mets un peu d'oignon pour décorer et surtout, tu prends les restes d'oignons. Dans ce restaurant, les matières premières sont exploitées au maximum. Il y a un tout petit peu moins de gaspillage, je dirais, sur chaque plat à la carte. Ici, par exemple, on utilise les brocolis, les petits bouquets de brocolis, mais on utilise aussi la queue du brocoli qu'on épluche et qu'on taille en julienne fine, comme ça. Et les peaux de poulet, par exemple, dont on l'a fait sécher au four et puis on l'utilise comme élément croustillant. Allez, vas-y, verse ça là. Ici, on récupère aussi les huiles de cuisson. Après un service, on remplit la moitié du bac ici. Mais au final, les petits bacs font les grands barils. Ça, c'est uniquement de la graisse de cuisson. Siamak collecte les huiles de nombreux restaurants et les transforme en carburant. Sa société est en plein développement et il donne l'exemple. Sa camionnette roule à l'huile de frites retraitée et dans les rues de Copenhague, on peut le suivre rien qu'à l'odeur. Les années 80 et 90 ont été redoutables pour les bords de mer, en particulier dans les nouveaux États membres de l'Union européenne. Cette fois, nous allons en Croatie, dans l'île de Vir. Depuis qu'elle a été rattachée au continent par un pont, elle s'est recouverte de maisons et d'hôtels construits illégalement. Le gouvernement a décidé de les faire péter. L'île de Vir, bordée d'une mer limpide, un des joyaux touristiques de la Dalmatie. Un véritable enchantement pour le regard. Oui, mais le tableau n'est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît. Tout ici semble de briques et de broc. Angelina s'est installée sur l'île dans les années 90, quand elle a fui Vukovar, où la guerre faisait rage, et à Vir, à l'époque, tout était simple. Quand je suis arrivée, je suis allée à la mairie pour demander un permis de construire. On m'a dit qu'il n'existait pas vraiment de réglementation en la matière. Vous pouvez construire votre maison et vous verrez comment les choses évolueront ensuite. Cette anarchie en matière de construction remonte au milieu des années 70, quand un pont est créé entre l'île et le continent. Des centaines de personnes achètent alors des lopins de terre et bâtissent des maisons sans permis. Il faudra attendre 10 ans avant que le gouvernement réagisse et ordonne la destruction des constructions illégales. Cette maison a été démolie en janvier 88. Selon les autorités, la construction aurait été autorisée à 21 mètres de la mer. Et nous l'avons bâtie à 20 mètres. Pourtant, des maisons construites plus proches du rivage n'ont pas été détruites. En fait, ce n'est qu'en 2007 qu'une loi réglemente de façon claire les destructions. Mais bien vite, les autorités se rendent compte que la démolition des habitations s'avère très coûteuse. Elles font donc machine arrière et décident que tous les édifices construits vont être légalisés, sauf ceux situés dans les parcs nationaux ou directement sur le rivage. Finalement, on a légalisé l'anarchie, et cela n'est pas un bon choix. Mais il y a tellement de constructions illicites, nous n'avions pas d'autre solution. Pourtant, certaines sont des hérésies architecturales et auraient vraiment mérité d'être détruites. Le mauvais goût a donc largement droit de cité sur l'île. Les maisons sans attrait et surtout sans identité méditerranéenne sont légion. Certains habitants commencent seulement à prendre la mesure du désastre. Notre île a été défigurée par ces appartements. C'est notre destin. Nous avons détruit notre patrimoine. Aujourd'hui, les propriétaires de maisons espèrent qu'il n'y aura plus de nouvelles constructions illégales et que surtout,
les rares zones encore intactes seront enfin épargnées. La crise a donné un coup de main à l'environnement. Pour faire des économies, par exemple, les Européens se sont mis à troquer leurs véhicules pour des vélos, partout, même dans le sud où il fait plus chaud. Direction l'Italie, où l'on a acheté plus de bicyclettes que de voitures l'an dernier. Certaines villes comme Milan sont plus en avance que les autres, mais là aussi, les mentalités doivent complètement changer. Ce soir, comme tous les jeudis, les cyclistes milanais se réunissent pour un tour à vélo en pleine nuit. Ils sont plusieurs centaines. C'est la critical mass. Elle envahit la ville pour pousser les voitures. Mais aujourd'hui est un jour particulier. Plus que le bonheur de se retrouver ensemble, plus que la revendication de prendre davantage de place dans la cité, les cyclistes sont amers. Ce vélo blanc symbolise un des leurs, qui vient de tomber, Fernanda. Cette dame avait 70 ans. Un camion ne l'a pas vue et l'a fauchée, et elle est morte. En un mois, c'est le deuxième vélo qu'on dépose en ville. Un sitting de protestation pour alerter les pouvoirs publics et demander plus de sécurité. Cette manifestation est le signe que quelque chose bouge à Milan. Ça, c'est pour quel panneau? Un panneau d'obligation, c'est-à-dire bleu. Dans cette école du nord de Milan, Silvia donne un cours de sécurité routière. C'est le projet Bicitadini, ou la bicyclette en ville, mise en place par la commune. En Italie, la priorité a toujours été aux grosses cylindrées, aux voitures et aux camions. Mais j'essaie d'expliquer aux enfants que la chaussée appartient à tout le monde et que eux aussi ont le droit de circuler à pied ou à bicyclette. Mais pas si évident de les convaincre. Bien sûr que c'est dangereux. Enfin, si tu respectes la signalisation, tu peux te déplacer sans risquer ta vie. Si les enfants ont encore du mal à être les bienvenus, les adultes, eux, sont de plus en plus nombreux à emprunter la chaussée. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Depuis 2008, un service de vélo en partage a été mis en place. Un péage limite le nombre de voitures en centre-ville et les zones à 30 km/h se sont multipliées pour le plus grand bonheur des cyclistes. Milan est une ville plate et très petite. Et du coup, on peut faire beaucoup de choses à bicyclette, d'autant que j'habite près du centre. Et je me demande pourquoi on ne le fait pas tous. D'abord, ça ne pollue pas. Ensuite, Milan, comme toutes les grandes villes, est saturé de voitures. Il y en a partout. Et puis, il ne faut pas oublier que ça permet de garder la ligne. À quelques kilomètres de Milan, Bianchi, un fleuron européen de la bicyclette. Ici sont exposés les vélos mythiques des plus grands coureurs. Mais aussi des nouveautés qui peuvent coûter jusqu'à 15 000 €. Avec des techniques empruntées à la NASA. Comme le prix du carburant est de plus en plus élevé, les gens s'orientent vers l'achat de vélos. L'année dernière, en Italie, on a vendu plus de vélos que de voitures. Il faut dire qu'un certain nombre de Milanais sont devenus des irréductibles. Rien ne les arrête, pas même la pluie. Antonella, par exemple. On arrive. Aujourd'hui, elle se rend dans un atelier de réparation, totalement gratuit, une cyclofficina. Il en existe une dizaine à Milan. Pour l'aider, avec sa combinaison bleue, elle l'a. Elle porte l'uniforme qui ici montre qu'on est un expert. Mais elle ne prend pas la grosse tête. Je ne suis pas si forte que ça. Je ne sais pas tout faire, mais je me débrouille. Assez, en tout cas, pour dépanner Antonella.
J'ai jamais fait réviser mon vélo jusqu'à présent, mais j'ai un problème de pédale. Ici, on me donne un coup de main et je ne voulais pas rester en panne avec les enfants. Des enfants qui, eux aussi, peuvent parfois se lancer sur le bitume, comme les grands. À Milan, une fois par semaine, ils sont accompagnés par ces adultes. C'est la Massa Marmocchi pour se rendre à l'école à vélo. Être en groupe, c'est important. Ça nous protège des incivilités de certains automobilistes. Notre espoir, c'est qu'avec le temps, les enfants puissent se déplacer tout seuls, sans crainte du danger. Car Milan a encore du chemin à parcourir. Ici, seulement 1 personne sur 10 utilise son vélo, quand ils sont près d'1 sur 2 dans les grandes villes du Nord, comme Copenhague ou Amsterdam. On se quitte. Retrouvez toute l'équipe sur le site d'Avenue de l'Europe. Je vous promets plein de nuits. Au revoir.